La frappe de drone sur Kisangani, un tournant décisif dans le conflit congolais. Aux premières heures du matin, entre le 31 janvier et le 1er février 2026, la République démocratique du Congo a été témoin d'une escalade dramatique dans son conflit en cours, une escalade qui pourrait fondamentalement altérer l'équilibre des forces en Afrique centrale. L'aéroport de Bamboka, situé à seulement 17 km du centre-ville de Kisangani dans la province de la Tshopo, est devenu la cible d'une attaque sophistiquée menée à l'aide de drones kamikazes. Bien que le communiqué officiel du gouvernement ait rapporté que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont réussi à neutraliser les drones hostiles grâce à leur système de défense aérienne, avec un drone s'écrasant à quelques mètres seulement de la piste d'atterrissage. Les implications de cet incident s'étendent bien au-delà d'une simple attaque déjouée. Cet événement représente quelque chose de sans précédent dans le conflit congolais, le déploiement de capacités de guerre aérienne avancées par des forces rebelles, spécifiquement attribuées au mouvement AFC ou M23. Plus significativement encore, il signale un changement stratégique qui remet en question la supposition longtemps entretenue par le gouvernement concernant sa supériorité aérienne. Pour comprendre la gravité de ce moment, nous devons examiner non seulement ce qui s'est passé à Kisangani, mais aussi ce que cela signifie pour l'avenir de ce conflit dévastateur. L'effet immédiat, c'est ce qui s'est passé à l'aéroport de Bamboka selon la déclaration officielle du gouvernement provincial de la Tshopo. L'attaque contre l'aéroport de Bamboka s'est déroulée sur une période d'environ 21 heures, commençant à 5 heures du matin le samedi 31 janvier et s'étendant jusqu'à 2 heures du matin le dimanche 1er février. Les assaillants ont employé des drones kamikazes également connus sous le nom de munitions rôdeuses ou drones suicides, qui représentent une forme relativement sophistiquée de technologie de guerre aérienne. Les autorités provinciales attribuent au système de défense aérienne des FARDC le mérite d'avoir neutralisé avec succès ces engins hostiles. Le fait qu'un drone se soit écrasé à quelques mètres seulement de la piste d'atterrissage suggère soit une interception hautement efficace, soit, alternativement, un incident évité de justesse qui aurait pu entraîner des dommages catastrophiques aux infrastructures critiques de l'aéroport. L'aéroport de Bamboka sert de centre vital pour l'aviation militaire et civile dans le nord-est du Congo, ce qui en fait une cible stratégique d'une importance énorme. Le gouvernement a attribué cette attaque aux forces rebelles de l'AFC ou M23, une désignation qui nécessite elle-même un examen attentif. La relation entre la coalition politico-militaire Alliance Fleuve Congo (AFC) et le mouvement du 23 mars, M23, représente une évolution complexe du paysage rebelle dans l'est du Congo. La réponse de Corneille Nangaa. Une déclaration de guerre transformée. La réponse de Corneille Nangaa, le leader éminent associé à l'AFC, fournit un contexte crucial pour comprendre à la fois l'attaque et ses implications stratégiques plus larges. Le communiqué en 6 points de Nangaa ne se contente pas de reconnaître l'incident de Kisangani, il le présente comme un tir de semonce délibéré qui réinitialise fondamentalement les paramètres du conflit. Examinons chaque élément de cette déclaration extraordinaire. Point 1. L'accusation morale. Nangaa commence par caractériser la violence déclenchée depuis le 22 janvier contre les populations de Minembwe et des Hauts-Plateaux comme représentant la faillite morale et stratégique du régime de Kinshasa. Ce cadrage est significatif. En commençant par des accusations contre les forces gouvernementales plutôt que de défendre l'attaque de drones, Nangaa positionne la frappe de Kisangani non pas comme une agression mais comme une réponse, une forme d'autodéfense stratégique rendue nécessaire par ce qu'il dépeint comme des atrocités gouvernementales. La référence spécifique à Minembwe est chargée de signification historique et ethnique. Minembwe, située dans la province du Sud Kivu, a été au centre de conflits impliquant les communautés Banyamulange et divers groupes armés pendant des années. En invoquant la violence contre ces populations, Nangaa exploite des griefs de longue date et positionne son mouvement comme protecteur de communautés vulnérables. Point 2. Le catalogue des actifs militaires gouvernementaux. Le deuxième point de Nangaa fournit un inventaire détaillé des capacités militaires prétendument déployées par les forces gouvernementales, des avions de chasse Sukhoi 23, des drones de combat, et une coalition de forces incluant les FARDC, les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, les milices Wazalando, les FDN Burundi, Forces de défense nationale du Burundi, et des mercenaires. Il note spécifiquement que ces actifs ont été déployés contre les civils et sous le couvert de coupure d'Internet, une tactique qui empêche la documentation et le signalement en temps réel des événements. Cette énumération sert plusieurs objectifs. Elle dépeint le gouvernement comme possédant une supériorité militaire écrasante, justifiant ainsi le besoin de réponses asymétriques. Elle internationalise également le conflit en nommant les forces burundaises et les FDLR, suggérant une intervention étrangère du côté gouvernemental. La référence aux coupures d'Internet invoque des préoccupations contemporaines concernant la guerre de l'information et la suppression de preuves concernant de potentiels crimes de guerre. 3. La revendication centrale, la parité technologique. C'est peut-être l'élément le plus significatif de la déclaration de Nangaa. Le monopole de la terreur technologique est définitivement brisé.
Cette déclaration représente un défi fondamental à la stratégie militaire du gouvernement de Kinshasa, qui s'est fortement appuyé sur la supériorité aérienne comme avantage décisif sur les forces rebelles. Nanga présente explicitement l'attaque de drones sur Kisangani comme un avertissement et la décrit comme ayant tracé une ligne rouge. Le message est clair, l'hypothèse du gouvernement selon laquelle il pourrait déployer des actifs aériens en toute impunité que ces jets Sukhoi et drones de combat pourraient opérer dans l'espace aérien contesté sans risque, est désormais obsolète. Il déclare que la supériorité aérienne sur laquelle reposait la stratégie de Tshisekedi est désormais caduque. Cela représente un tournant psychologique et stratégique. Tout au long de l'histoire de ce conflit, les forces rebelles ont opéré en sachant que les forces gouvernementales pouvaient frapper depuis les airs tout en restant largement invulnérables aux contre-attaques. Si cela a véritablement changé, cela altère fondamentalement le calcul militaire. 4. La nouvelle doctrine, la défense préemptive. Nanga annonce que le rapport de force a muté et introduit ce qu'il appelle une doctrine de défense préemptive. Les implications sont frappantes. Désormais, tout vecteur aérien déployé contre les populations des zones libérées sera neutralisé à sa source. Chaque menace sera frappée à son point d'origine. Ce langage suggère non seulement des capacités défensives mais une intention offensive. Plutôt que de simplement abattre des avions ou des drones au-dessus du territoire contesté, Nanga menace de frapper les bases aériennes, les aéroports et les installations de lancement d'où opèrent les actifs aériens gouvernementaux. C'est une escalade exponentielle, passant de la défense sur le champ de bataille à des frappes stratégiques contre l'infrastructure militaire en profondeur dans le territoire contrôlé par le gouvernement. Point 5. Le statut changé de Kisangani. Le 5e point aborde spécifiquement le rôle de Kisangani dans le conflit. Nanga déclare que l'utilisation de Kisangani comme plateforme de projection de la terreur contre nos territoires est désormais proscrite et que la sanctuarisation de cette base arrière est terminée. Ceci est significatif car Kisangani, en tant que l'une des plus grandes villes du Congo et un hub majeur dans le nord-est, a en effet fonctionné comme une base de départ sécurisée pour les opérations militaires gouvernementales. Elle est loin des zones de conflit primaires dans le nord et le sud Kivu, ce qui la faisait paraître en sécurité au-delà de la portée des forces rebelles. En frappant l'aéroport de Bamboka, l'AFC M23 a démontré que cette hypothèse n'est plus valable. Le concept de sanctuarisation, traiter certaines zones comme des sanctuaires interdits, a été une caractéristique de nombreux conflits asymétriques. Lorsque les forces insurgées démontrent la capacité de frapper des zones arrières auparavant sécurisées, cela force le gouvernement défenseur à disperser ses actifs, à détourner des ressources vers la protection plutôt que la projection et à reconsidérer sa planification opérationnelle. Point 6. L'ultimatum, dialogue ou guerre totale. Nanga conclut par un défi direct au président Félix Tshisekedi. Pour le régime de Kinshasa, le temps de l'arrogance technologique est révolu. La récréation est finie. Si Tshisekedi veut le dialogue, nous sommes preneurs, mais s'il veut la guerre, qu'il accepte d'assumer toutes les conséquences. Ce cadrage présentant le choix comme dialogue versus guerre totale est de la diplomatie rebelle classique. Il positionne l'AFC ou M23 comme des acteurs raisonnables prêts à négocier tout en démontrant simultanément une capacité militaire suffisamment menaçante pour faire paraître la négociation prudente. L'expression « toutes les conséquences » porte une menace implicite d'escalade supplémentaire, incluant potentiellement des frappes sur d'autres installations gouvernementales, infrastructures, ou même des centres civils. Dimension technologique. La révolution DE, la guerre PAR drone. L'utilisation de drones kamikazes par des forces rebelles en Afrique centrale représente un développement significatif dans la démocratisation de la technologie militaire. Pendant des décennies, les capacités de guerre aérienne étaient le domaine exclusif d'acteurs étatiques disposant de ressources substantielles. L'émergence d'une technologie de drones relativement peu coûteuse, dérivée du commerce, a fondamentalement altéré cette dynamique. Les drones kamikazes, ou munitions rôdeuses, combinent les caractéristiques des missiles guidés et des véhicules aériens sans pilote. Ils peuvent être lancés vers une zone cible générale, rôdés pendant que les opérateurs recherchent des cibles spécifiques, puis plongés sur ces cibles dans une attaque suicide. Divers modèles peuvent être assemblés à partir de composants disponibles dans le commerce pour une fraction du coût des avions militaires traditionnels ou des missiles. Plusieurs conflits ces dernières années ont démontré l'impact sur le champ de bataille de tels systèmes. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur le Haut-Karabakh en 2020 a vu une utilisation extensive de drones avec un effet dévastateur. La guerre en cours en Ukraine a présenté à la fois des drones militaires sophistiqués et des systèmes improvisés construits à partir de quadricoptères commerciaux. Des acteurs non étatiques, y compris les forces Houthis au Yémen et divers groupes au Moyen-Orient, ont déployé avec succès des systèmes de drones contre des actifs militaires étatiques. Ce qui rend l'attaque de Kisangani particulièrement significative, c'est la sophistication apparente requise. Kisangani n'est pas sur les lignes de front immédiates du conflit, elle se trouve à plusieurs centaines de kilomètres des zones opérationnelles primaires du M23 dans le Nord Kivu. Déployer avec succès des drones pour frapper des cibles à une telle distance nécessite des capacités significatives en termes soit de portée des drones, soit de positionnement avancé, soit les deux. Cela soulève des questions importantes.
D'où l'AFC ou M23 a-t-elle obtenu ces capacités? Les drones ont-ils été achetés commercialement et modifiés, ou ont-ils été fournis par des supporters externes? Comment ont-ils été transportés et lancés? Quels systèmes de guidage leur ont permis de naviguer vers leur cible? Les réponses à ces questions ont de profondes implications pour la sécurité régionale. Si les forces rebelles ont développé une capacité de drones indigènes, cela suggère un niveau de sophistication technique et d'accès aux ressources qui dépasse les estimations précédentes. Si les drones ont été fournis par des acteurs externes, cela pointe vers une implication internationale dans le conflit à un nouveau niveau de transfert de technologie militaire. Implication stratégique, une nouvelle phase du conflit. La frappe de drones sur Kisangani, combinée à la réponse agressive de Nanga, signale une transition potentielle d'une insurrection régionale vers quelque chose s'approchant d'un conflit militaire conventionnel entre entités politico-militaires concurrentes. Pour le gouvernement Tshisekedi à Kinshasa, les implications sont profondément préoccupantes. Toute la stratégie pour traiter avec la rébellion de l'Est a reposé sur le maintien d'avantages militaires décisifs, particulièrement en puissance aérienne. Les forces gouvernementales pouvaient se déployer vers des zones contestées avec un soutien aérien, évacuer les victimes et frapper les positions rebelles avec une relative impunité. Si cet avantage est neutralisé ou pire, si les actifs aériens et installations gouvernementales deviennent vulnérables aux frappes rebelles, l'approche opérationnelle entière nécessite une reconsidération. L'impact psychologique peut être aussi significatif que l'impact tactique. Les forces militaires et les populations civiles dans des zones auparavant considérées comme sécurisées peuvent maintenant se sentir vulnérables. Le besoin de défendre les bases aériennes, les aéroports et d'autres installations contre les attaques de drones nécessite de détourner des ressources des opérations offensives. Cela crée une incertitude et force les commandants à considérer des risques qu'ils pouvaient auparavant ignorer. Pour l'AFC ou M23, démontrer cette capacité sert plusieurs objectifs au-delà de l'effet militaire immédiat. Cela améliore leur légitimité en tant que force politico-militaire sérieuse plutôt que simplement un groupe insurgé. Cela améliore potentiellement leur position de négociation dans de futures discussions de paix. Cela peut attirer des recrues et un soutien supplémentaire de ceux qui perçoivent le mouvement comme viable et efficace. Et cela envoie des messages aux supporters externes potentiels que l'AFC M23 peut utiliser efficacement la technologie militaire sophistiquée. Dimension régionale et internationale. Le conflit congolais n'a jamais été purement interne. L'implication des intérêts rwandais, la présence des FDLR, composés largement de perpétrateurs du génocide rwandais de 1994 et de leurs descendants, le rôle des forces ougandaises à divers moments et le réseau complexe d'intérêts ethniques, politiques et économiques à travers la région des Grands Lacs. La mention explicite par Nanga des forces burundaises, FDM Burundi, combattant aux côtés des troupes gouvernementales internationalise le conflit dans une déclaration officielle. Si confirmée, cela représenterait une escalade significative de l'implication militaire régionale. La référence aux mercenaires sans spécifier leur origine soulève des questions supplémentaires concernant l'implication militaire privée. Les capacités apparentes de drones de l'AFC M23 soulèvent également des questions concernant le soutien externe. Bien que divers acteurs aient été accusés de soutenir différentes factions dans les conflits congolais, la fourniture de technologies militaires avancées représente un niveau d'implication qualitativement différent. Que les drones proviennent de canaux commerciaux, d'acteurs étatiques sympathiques ou aient été assemblés à partir de diverses sources, leur déploiement indique des chaînes d'approvisionnement sophistiquées et des connaissances techniques. Les observateurs internationaux, y compris la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, suivront ces développements avec une grande préoccupation. L'escalade vers la guerre par drone, particulièrement avec des frappes sur des installations loin des zones de conflit immédiates, soulève la perspective d'une déstabilisation plus large. Préoccupation humanitaire. Perdus dans l'analyse stratégique et technologique se trouvent les coûts humains de ce conflit. La déclaration de Nanga fait référence à la violence contre les populations civiles à Minembwe et dans les hauts plateaux commençant le 22 janvier. Ces allégations, si exactes, représentent de graves violations du droit international humanitaire et des crimes de guerre potentiels. L'utilisation présumée par le gouvernement de coupures d'Internet pour empêcher la documentation des opérations militaires est une tendance profondément préoccupante observée dans les conflits du monde entier. Lorsque la connectivité est coupée, les journalistes, les observateurs des droits humains et les civils ne peuvent pas rapporter en temps réel les événements se produisant dans les zones de conflit. Ce blackout informationnel crée des opportunités pour que des abus se produisent sans responsabilité immédiate ou pression internationale. Le conflit plus large dans l'est du Congo a déplacé des millions de personnes, créé l'une des plus grandes crises humanitaires au monde et entraîné d'innombrables victimes, à la fois de la violence directe et de la maladie, de la malnutrition et de l'effondrement des services essentiels dans les zones touchées par le conflit. Chaque escalade, chaque nouvelle capacité technologique introduite sur le champ de bataille, chaque expansion de la portée géographique des combats, s'ajoute à ce bilan humain. La frappe sur l'aéroport de Kisangani,
bien qu'apparemment sans entraîner de victimes massives, représente une expansion dangereuse du conflit vers des zones auparavant épargnées par l'action militaire directe. Kisangani, avec sa population civile substantielle, se trouve maintenant potentiellement dans la ligne de mire de futures frappes. La doctrine de défense préemptive annoncée par Nanga, si mise en œuvre, pourrait conduire à des attaques sur des installations militaires dans ou près de zones peuplées, avec tous les risques associés pour les civils. La voie à suivre. Dialogue ou escalade. L'ultimatum de Nanga présente le choix comme dialogue versus guerre totale. Mais la réalité est probablement plus complexe. Plusieurs scénarios sont possibles. Scénario 1, règlement négocié. La démonstration de capacités militaires améliorées par l'AFC ou M23 pourrait, paradoxalement, créer des conditions pour des négociations significatives. Si les deux parties reconnaissent que la poursuite des combats sera coûteuse et qu'aucune ne peut obtenir une victoire militaire décisive, elles peuvent être plus disposées à s'engager dans un dialogue sérieux. Les médiateurs internationaux, les acteurs régionaux et l'Union africaine pourraient saisir ce moment pour pousser vers une résolution négociée. Scénario 2. Escalade graduelle. Le conflit pourrait continuer son schéma d'escalade périodique suivi de calme relatif, avec chaque partie testant de nouvelles capacités et sondant pour des faiblesses. Le gouvernement pourrait chercher à restaurer sa supériorité aérienne grâce à des défenses aériennes améliorées, de nouvelles tactiques, ou l'élimination des capacités de drones rebelles. L'AFC M23 pourrait mener des frappes supplémentaires pour démontrer que l'attaque de Kisangani n'était pas un incident isolé. Cela pourrait mener à un conflit épuisant avec une sophistication croissante des deux côtés. Scénario 3. Offensive gouvernementale majeure. Le gouvernement Tshisekedi pourrait considérer l'attaque de drones comme nécessitant une réponse militaire décisive pour restaurer la dissuasion et démontrer que de telles frappes ne seront pas tolérées. Cela pourrait mener à une offensive majeure visant à éliminer l'AFC ou M23 en tant que force militaire viable, potentiellement avec une implication accrue d'alliés régionaux et des ressources supplémentaires consacrées à l'effort. Scénario 4. Fragmentation et guerre élargie. Le conflit pourrait s'étendre pour impliquer des acteurs supplémentaires, à la fois internes et externes. D'autres groupes armés pourraient entrer dans la mêlée voyant une opportunité dans le chaos. Les puissances régionales pourraient augmenter leur implication pour protéger leurs intérêts. La crise humanitaire pourrait s'approfondir et le conflit pourrait s'étendre géographiquement. L'attaque de drones kamikazes sur l'aéroport de Bamboka à Kisangani le 31 janvier 2026 représente plus qu'un simple incident dans un conflit de longue durée. Elle symbolise un changement fondamental dans la dynamique militaire de la crise congolaise et l'émergence potentielle d'une nouvelle phase caractérisée par la sophistication technologique des deux côtés. La déclaration de Corneille Nangaa selon laquelle le monopole de la terreur technologique est définitivement brisé et que la supériorité aérienne sur laquelle reposait la stratégie de Tshisekedi est désormais caduque ne peut être rejetée comme simple rhétorique. Le déploiement réussi de drones pour frapper une cible à des centaines de kilomètres de la zone de conflit primaire démontre une capacité qui change les calculs stratégiques. Et la communauté internationale, les puissances régionales, et surtout le peuple de la République démocratique du Congo font maintenant face à des choix critiques. Cette escalade incitera-t-elle finalement le dialogue sérieux et inclusif nécessaire pour aborder les griefs politiques, ethniques, économiques et sécuritaires sous-jacents qui alimentent ce conflit? Ou conduira-t-elle à une militarisation accrue, à des combats élargis, et à une catastrophe humanitaire qui s'approfondit? La doctrine de défense préemptive annoncée par Nangaa, combinée à la détermination probable du gouvernement à restaurer sa dominance militaire, crée une situation volatile. Chaque partie a maintenant à la fois les capacités et les motivations pour escalader. La question est de savoir si des conseils plus sages reconnaissant que les solutions militaires ont échoué à répétition dans l'est du Congo peuvent prévaloir. Les drones au-dessus de Kisangani ont annoncé que les règles de ce conflit ont changé.